À chaque génération, un podcast est créé. C'est accompagné des pâtisses que Stéphanie et Bruno partagent avec vous leur visionnement de Buffy the Vampire Slayer. Ce podcast est une présentation de Terreur sur le pod et est pour un public averti. Parce que tu pourrais entendre des mots comme « Très bizarre, ce petit cochon. » « J'ai besoin d'une main. » Bienvenue à Buffy contre le pod. Ici et maintenant et bienvenue encore une fois à Buffy contre le pod. C'est Stéphanie qui est là avec vous et je suis avec mon ami et co-animateur Bruno. Hello Stéphanie. Là, je sais pas pourquoi, là, t'étais Sydney tout d'un coup. Là. J'essayais de te séduire parce que je voulais que tu m'emmènes sur une date. Ben écoute, moi j'essaie de te séduire parce qu'une fois sur deux, je sais pas ce qui se passe, mais je t'appelle Buffy. C'est encore arrivé tantôt avant qu'on pèse sur record. Je sais pas, mon cerveau est comme j'enregistre le podcast de Buffy avec Bruno, Buffy. Mais c'est vrai que depuis le début, puis j'efface souvent ça dans l'édition aussi. Oui. Je m'en ai encore t'appeler Buffy. Ben, tu devrais toutes les garder, puis à la fin, on fait un montage de toutes les fois où je t'ai appelé Buffy pendant la saison 1. Ça va être ça. L'épisode spécial de la fin, c'est juste moi qui se trompe pendant 1h30, puis qui s'appelle Buffy. Qui m'appelle Buffy. Mais on se rappelle que c'était le nom, en fait, c'était mon surnom dans l'histoire que j'écrivais quand j'étais au secondaire, que j'ai retrouvé, que j'ai commencé à lire. Ça me fait mal. C'est douloureux, hein? Oh là là! J'écrivais beaucoup de poèmes, moi, jeune. T'en as-tu encore? Et j'en ai retrouvé quelques-uns. C'est gênant, Chris. Pour vrai. Ça fait là. mal, hein? Oh là 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 là. Mais tu sais, imagine-toi, là, mon effervescence homosexuelle d'un ado qui a un TPL, qui comprend pas tout ça dans sa tête puis qui est en amour avec un gars qui l'a défendu d'un bully. Oh. Puis là, moi, je suis Buffy, puis lui, il est Faith. Mais on s'aime. Ah. On s'aime pas en amour, mais on est des meilleurs amis. OK. Genre, on peut pas vivre un sans l'autre parce qu'on est des meilleurs amis, Buffy puis Faith. Là. Lui, il est plus bad boy, puis moi, je suis plus comme... Non, mais on est deux Slayer. Tu comprends-tu comment que c'est cringe? Là? Ah, c'est... J'aimerais ça que t'en lises un petit extrait. Est-ce que je veux le lire au complet? Je sais pas, mais je veux clairement que tu me lises ces petits extraits une fois de temps en temps. Ouais, je pourrais faire un petit livre audio, quelque chose, mais ouais, ça fait mal. Mais tu sais, Buffy, elle nous a... Tu sais, je dis ça, puis moi, je suis homosexuel, mais il y en a des gens, là, tu sais, Buffy, elle a pas juste inspiré des femmes et des hommes gays, là, même des hommes straight. Là. Pense à Guillaume là, qui nous suit. Là. Il est straight, lui, puis il tripe Buffy. Là. C'est que sa blonde doit être contente, pareil, quand il y pense. Là. Qui tripe sur Buffy? Imagine-toi ton chum tripe sur Buffy. Ben, j'avoue que ça serait un plus. Parce que l'autre fois, j'étais comme un peu obligée à écouter un épisode. Parce que j'étais comme, ben, moi, il faut que j'écoute l'épisode. Fait que, assis-toi à côté de moi. Puis, il était pas sûr. Il grognait un petit peu. Ben ouais, ben tu t'es bien vengé avec un beau bonjour. Bonjour. Bonjour, assieds-toi. Mais là, aujourd'hui, Bruno, on parle de l'épisode 5. Oui. Never Kill a Boy on the First Date, qui a déjà été mon statut Facebook en 2008. Oh, arrête, vraiment? Oui. Oh, inspiré de Buffy? Inspiré de Buffy. Ah, ben sûrement parce que cet épisode-là t'a fait du bien. J'aime particulièrement cet épisode-là. Moi, c'est pas mal dans mon top 3 de mes épisodes préférés de la saison 1. Ah ouais, pour vrai? Ah. Oui, je au l'aime même point que particulièrement. The Witch, ça? Witch, pardon. Peut-être un petit peu moins que The Witch, mais je l'aime quand même beaucoup. Ben, moi, je l'aimais pas du tout avant cet épisode-là. Okay. Je le skippais. C'est un des épisodes que j'étais comme... Ouais. Peut-être parce que le titre était trop long, puis j'étais juste comme... Oh, tente pas de le dire, tente pas de l'écouter. Mais il y a comme... Je sais pas, là, en l'écoutant... Il y a comme quelque chose de nouveau qui a comme apparu devant mes yeux par rapport à ça. Ouais. C'est la dynamique de tout le monde. Puis de voir comment Buffy aussi parle avec Willow puis qu'elle respecte son rythme par rapport à Xander. On dit, je sais pas, on dirait que je le vois d'une façon plus mature. Tu sais, je suis comme soudainement Karine Vanasse en écoutant Buffy. Là. Mais aussi, moi, ce que j'aime de l'épisode, c'est que tout le monde veut quelque chose qu'il réussit pas à avoir dans l'épisode. Encore. Et c'est l'épisode qui vient mettre un saut sur la relation entre Buffy et Giles parce que c'est comme si
ils en viennent enfin à un accord. À la fin aussi, là, on le sent, il y a plus d'empathie de Giles se met à la place de cette adolescente qui est prise avec ses responsabilités, mais ses envies d'être normale. Puis Buffy comprend aussi le mandat qu'elle a, puis les pouvoirs qu'elle a et donc les sacrifices qu'elle doit faire. Il y a comme une entente mutuelle qui se passe dans cet épisode-là, puis leur relation prend un step pour la suite des choses. Fait que pour moi, c'est un épisode clé. Et on voit, il y a quand même Angel qui est présent dans l'épisode. Donc, Stéphanie, 14 ans, aimait bien ça. Puis il y a des bonnes scènes. J'aime beaucoup en français un premier rendez-vous manqué. La traduction du mais never kill a boy on the first date. C'est parfait, mais ça se traduit extrêmement mal. Ça fait référence à l'expression never kiss a boy on the first date. Mais il y a aussi un premier rendez-vous manqué, c'est que l'affaire, c'est que c'est comme un premier, mais c'est un seul rendez-vous. Oui. C'est surtout ça. Ça serait plus comme un. Je sais pas, mais si c'était un frisson, j'essaie de voir s'il fallait que je. Pas un frisson, mais qu'il fallait que je le renomme comme je fais dans Frisson. J'essaie de me dire comment je l'aurais appelé cet épisode-là. Le seul rendez-vous. Le seul rendez-vous où la découverte d'un père. Oh mon Dieu. D'un Seigneur. Père? Giles, à la fin, il y a comme un. Parce que cet épisode-là, c'est l'épisode où Giles agit en père envers Buffy. Ce que son père a jamais vraiment fait avec elle, on dirait, là, comme elle a jamais vraiment reconnu l'autorité des hommes, Buffy, puis tu vois, là, tu sais, puis c'est comme dans son ADN de Slayer, je pense, probablement qu'elle. Je veux pas dire qu'elle est au-dessus de ça, là, mais tu sais, des fois, comme mais Giles, c'est comme l'autorité qui, genre, la voix de la raison. Oui. Si on peut dire. Puis elle lui donne raison aussi à la fin. Elle lui donne raison. Oui. Il y a vraiment. Oui, t'as raison. Puis elle care de ce qu'il pense de elle. Comme, pour elle, ça devient vraiment quelque chose d'important. Puis tu vois qu'elle n'est pas capable. Elle a un choix à faire un moment donné entre sa vie et aller sauver Giles. Puis ça la fait chier. Mais elle y va, mais elle l'exprime. Tu sais, elle est encore à ce stade-là. Ouais, oh, c'est bon. C'est bon, Buffy. Jesus. Puis Owen, t'en penses quoi? Oui, ton sentiment sur Owen? Ah, moi, je le trouve perdu, ce gars-là. Là. Il est beau, mais il est vide. Il est très vide. Il est un peu niais aussi, là. Son constat de la fin, ce qu'il veut à la fin, j'y crois pas. Ouais, non. C'est un personnage un peu bizarre qui arrive comme un cheveu sur la soupe. Puis qu'on revoit pas, dis-moi si je me trompe, parce qu'on le revoit après, parce qu'il reste un étudiant dans l'école, là, mais on le revoit pas du tout là, de la saison 1, de la saison 2. Non, c'est ça. Ben, pas de ce que je me rappelle, en tout cas. Puis je veux dire, je l'ai écouté très souvent, Buffy. Ouais. Là. Moi aussi, j'ai pas de souvenir qu'on le revoit. Pas, non. OK. Ben, peut-être qu'on le voit dans un de ces livres-là, mais est-ce que ça me tente de toutes les lire pour ça? Pas tout de suite, je les garde pour Owen. Ouais. Non, pas pour Owen. Pour savoir qui jouait le personnage de Owen, quel acteur le jouait, ben, je t'envoie au bloc 2. Et je m'y rends avec toi à l'instant. Alors, nous passons à la fiche technique pour l'épisode Never Kill a Boy on the First Date, version française, premier rendez-vous manqué, comme nous disions. C'est un épisode écrit par Rob Deshôtels et Dean Batali, qui est aussi réalisé par David Semel, qui met en vedette... Bien sûr, nos acteurs principaux qu'on connaît bien, donc Sarah Michelle Gellar, Alison Hannigan, Nicholas Brandon, Anthony Stewart Head, David Boreanaz et Charisma Carpenter. Et on a aussi guest starring avec des artistes invités, comédiens invités, je pense, bon, on appelle ça. Ouais. Mark Metcalf, Christopher Wheel qui joue Owen Thurman, c'est ça son nom? Ah! Peut-être parenté Emma. Andrew J. Felchlin qui joue The Anointed One, Jeff Mead qui joue Andrew Vorba, Paul Felix Montez et Robert Mont. Ben du monde dans cet épisode-là. C'est ça, ouais. Je me fie sur le guide officiel de Buffy qui s'appelle The Watcher's Guide en anglais, qui a été écrit par Christopher Golden et Nancy Holder, qui ont écrit plein de livres de Buffy, d'Angel, de Charmed, des novélisations qu'ils appellent. Et je vais en profiter de profiter de ce petit moment de fiche technique pour vous parler du démon qu'on rencontre dans cet épisode-là, qui est
le fameux The Anointed One. Puis là, la traduction que tu avais trouvée, toi, Steph, c'était le juste des justes. C'est même qui est appelé en français. Mais en français, il appelle le juste des justes, mais aussi le successeur. Et le maître, dans le fond, ce qu'il dit, la formule, parce que la prophétie qui est écrite, puis ça, là, ici, là, on commence déjà à avoir de la continuité par rapport à ce qui s'en vient d'ici la fin de la saison, puis que les prophéties sont écrites. Parce que, en tout cas, moi, je pense que ça parle de la mort de Buffy. Là. Il dit « Et viendra l'époque de la misère et de la détresse où le monde s'interrogera sur sa destinée. Et c'est à cette époque qu'apparaîtra le juste des justes, le combattant suprême du maître. La tueuse ne le reconnaîtra pas, ne l'arrêtera pas. Et c'est en enfer que le juste des justes la conduira. Ainsi il est écrit. Ainsi il en sera, mes frères. 5 êtres humains mourront, et de leurs cendres brûlantes naîtra le juste des justes. Le grand ordre d'Aurelius l'accueillera et le conduira vers sa destinée immortelle. Ainsi il est écrit, ainsi il en sera. Alors, voilà ce qui est par rapport au juste des justes qui dit pas mal qu'est-ce que c'est. Et son attribut unique, selon le guide, c'est le successeur. Je trouve ça drôle comment il l'écrit parce qu'ils ont gardé comme quand même le même humour que Buffy. Et sa relation clé avec le maître, c'est qu'il est destiné à devenir le plus grand guerrier du maître. Ouais. Fait que dans le fond, si Spike s'en était pas mêlé, là, ouais, c'est ça. Au début, l'ordre d'Aurelius, dans le fond, devait compter 7 vampires. Puis là, je pense qu'ils ont descendu ça à 4. Tout simplement parce que ça coûtait trop cher. OK, ouais. Et que quand ils ont vu que ça en coûtait encore plus cher puis qu'il fallait qu'il en reste juste un, ils ont décidé de prendre un enfant pour que ce soit creepy. Un peu inspiré de Exorcist. Là. OK. Dans le fond, oui, ça l'a baissé le montant, mais ça a comme joué un facteur de creepiness puis c'était à la demande de Joss Whedon. OK. C'est une bonne twist aussi, là. Ouais, c'est ça, tu sais, on l'a à la fin. Moi, je me rappelle que c'est un épisode, je l'avais manqué la première fois. Donc, quand que je le voyais après, le jeune, j'avais déjà le punch, tu sais, c'est ça. OK, ouais. Non, c'est sûr que là, tu as avantage à écouter les épisodes dans l'ordre pour avoir le punch que c'est l'enfant qui est le successeur. Là. C'est ça, tu sais, mais bon, tu sais, c'est pas la saison 1 que tu as le besoin de plus de punch, là, tu sais qui va te conduire, puis c'est exactement ce qui arrive, puis finalement, ils font juste marcher main dans la main vers là, tu sais. Comme... Fait que, tu sais, de nous préparer à ça, je trouvais que... En tout cas. Mais c'est intéressant, pareil. Oui, puis ça, comme tu dis, c'est vrai que ça ajoute une petite touche de creepy là, de voir un enfant là, d'une grande méchanceté, mais il a de l'air tout doux. Fait que, c'était quand même, c'est une belle twist. Il a l'air baveux, jeune, par exemple. Ouais, puis il me dit quelque chose, cet acteur-là. Hein? Il a joué dans d'autres choses, assurément. Là. Je sais pas, hein? On pourrait aller voir, je vais aller voir. Andrew J. Furchlin, qui s'appelle... Donc, il a joué dans beaucoup de courts-métrages, le petit. Il a joué dans la mini-série The Unhallowed en 2016, le film Manhood en 2003, Jack and Jill, une série. Il a joué dans un épisode 2001. Ouais, non, il n'a pas fait grand-chose. Le livre de la jungle, Souvenir d'enfance. Il a joué dans la série Urgence. Ouais, mais un épisode, tu sais, il a fait comme des... Ouais, c'est rôles, ça. OK, non, j'avais l'impression que je l'avais vu plus, mais non, vraiment pas. Puis Owen, lui, par exemple, là, ça, c'est une autre affaire. Là. Il a fait beaucoup d'épisodes, là, mais il a joué dans Revenge, il a joué dans The Client List. Pourquoi ça me surprend pas qu'il a joué dans The Client List avec Jennifer Love Hewitt? Elle faisait une massothérapeute qui faisait des handjobs on the side. J'ai aucune idée c'est quoi. Il a joué dans Medium, il a joué dans CSI. OK, ouais. Fait qu'il en a fait comme beaucoup Private Practice. Mais tout le temps un épisode? Pratiquement. Il a joué dans 11 épisodes de Playmakers. Il a joué dans 20 épisodes de Bull. Il a joué dans Charmed, un épisode. Fait que, ouais. Une couple de petits films ici et là. Il a joué dans la série Clueless. OK. Fait qu'un classique gars qui fait... un personnage qui est là un jour, épisode. Là, quand ouais. Mais tu sais, c'est un bel homme, là. T'sais, il a bien vieilli. Là. Pas mieux que David Boreanaz. C'est drôle, dans Buffy, je le trouve pas beau, moi, David Boreanaz. On dirait qu'il est devenu beau après Buffy. Ah ouais? Ouais, mais c'est parce que j'aime pas Angel. Non, je sais que t'aimes pas Angel. Mais je pense qu'il avait quand même
il y avait quand même une vibe assez mystérieuse, intrigante dans Buffy. Moi, j'aurais voulu qu'elle reste avec Scott dans saison 3. Mais là, Bruno, avant d'aller à saison 3, on s'en va au pas à pas, au bloc 3. Oui! Alors, Bruno, l'épisode commence, on est au cimetière, classique endroit dans Buffy, où une cascadeuse se bat parce que c'est pas Buffy, là. Je veux dire, il y a personne qui est floué ici, là. C'est vraiment une cascadeuse se bat contre un vampire. Tu sais, constamment, Buffy, Sarah Michelle Gellar est doublée par les cascadeuses lors des scènes de combat, quand surtout il y a des cascades, de la gymnastique un peu. Mais il y a certains moments où, au niveau du montage, au niveau des plans de caméra, c'est pas génial, puis on voit vraiment que c'est pas Buffy, là. Ouais. Ben, moi, tu sais, je me fais à croire que je le vois pas. C'est ça. Mais là, pour cette scène-là, Buffy, entre guillemets, se bat contre un vampire et elle réussit à le tuer. Puis il y a Giles qui était là sur place, un peu en train de l'évaluer, d'analyser ses techniques de combat, tout ça. Et il donne un petit feedback là, sur sa façon là, de combattre le vampire. Et on trouve par terre, Giles trouve par terre une bague non identifiée qui semble appartenir au vampire qui vient de partir en poussière. Donc on se demande c'est quoi cette bague-là. Et ensuite, on s'en va sous terre et on voit le maître. Mais attends. Dans le cimetière, par exemple, dans le cimetière, sais-tu combien ça coûte pour duster un vampire? Qu'est-ce que tu veux dire, combien ça coûte? Quand ils font duster un vampire dans un épisode, là, puis qu'il tombe à terre, puis que ça fait... Ouais. Puis qu'il revole en Comment ça poussière. coûte en effets spéciaux? Ouais. OK, non? 5000 $ le pop. C'est pour ça qu'il y a des épisodes où, tu sais, là, comme dans Teacher's Pet, là, quand le vampire avec la grosse griffe fourchette, j'ai dit, tu sais, elle le tue, mais on le voit pas comme disparaître en poussière. Il était short sur ses finances. Et voilà qu'on explique pourquoi. Puis là, ici, ils ont économisé avec le Anointed One. Ils ont changé le nombre de vampires. Fait qu'on comprend pourquoi que dans cet épisode-là, on le voit duster le vampire. Wow. 5000 $, puis tu sais, pas si cool que ça non plus, là, comme non, effets spéciaux. C'est en 97, là. Ouais. Puis je note aussi que toutes les séquences de cimetière, donc où est-ce qu'on vient d'être avec Giles puis Buffy, ils ont été tournés au Rosedale Cemetery à Los Angeles pour la saison 1 complète. Un bon petit spot à aller visiter pour les grands fans de Buffy si vous voyagez à LA. Oui, vous allez peut-être trouver de la poussière de vampire. Oui, gardez-la, ça vaut cher. Ouais, c'est ça. À revendre. Surtout si c'est Buffy. Et ensuite, on s'en va rejoindre le maître, le fameux master, notre petit cochon préféré, tout habillé de cuir. Oui, tu l'as entendu. Oui. Il est en train de faire la lecture d'une prophétie. Alors, il lit là, la prophétie. Ça ressemble un peu à ce que tu nous as lu aussi tantôt là, quand tu nous parlais du successeur. Et là, il annonce « Five will die ». Puis là, il lit. Mais tu sais, on comprend pas nécessairement là, tout ce qu'il dit parce que c'est comme une prophétie. Oui, c'est ça. On écoute pas vraiment parce qu'on regarde juste son nez rouge puis on comprend pas. Ça, on l'écoute pas, tu sais. Boring! Puis il est fâché parce que un des vampires s'est fait qui était dans son clan s'est fait tuer hier par Buffy, donc il est bien fâché de ça. Hein? Puis il est comme bizarre au niveau de sa gestion de la colère. Il fait comme si tout est correct, puis bang, il se retourne, puis il te plante un doigt dans l'œil. Ouais, il est comme vraiment impulsif, puis dur à suivre. Très bizarre, ce petit cochon. On a besoin d'une mère. Après ça, c'est la tourne d'intro. Je me tanne pas. Moi, chaque fois qu'elle joue à cette heure, c'est tout le temps comme nous, c'est Bichette. Ah ouais. Mais t'es quoté, ton nom il est dit dans ce résumé chanté-là. Oui, puis à chaque fois que je dis à mon chum que je vais écouter un épisode de Buffy ou que j'enregistre un podcast de Buffy, il me dit tout le temps Bichette. Parce que lui, vraiment? Ça l'a traumatisé que dans le film, Buffy s'appelle Bichette. C'est traumatisant. No shit. Bichette, elle va me parler de la slayer à ta tête. Donc, on est au retour de la toune d'intro et là, l'épisode commence pour de bon. On est à la bibliothèque avec Buffy et Giles.
qui regardent la bague qu'ils ont trouvée. Bon, c'est une bague avec un symbole, c'est un soleil avec 3 étoiles. Il se demande c'est quoi. Le Giles regarde dans les livres. Finalement, c'est Buffy qui va trouver ce que c'est très rapidement. C'est comme si elle mettait son doigt dessus dans le livre. C'est une bague qui représente l'ordre de Aurelius, The Order of Aurelius. Et bon, on n'a pas vraiment le temps d'en savoir plus parce que qui rentre pas dans la bibliothèque? Le beau Owen, qui est l'espèce d'étudiant. Beau, par exemple. Un peu, on le décrit comme rapidement comme renfermé, un peu introverti, un peu dans sa tête. Puis il vient chercher un livre de Emily Dickinson, qui est une poétesse. Emily Dickinson, ouais. Dickinson, ouais, mon Dieu, j'ai fait la même erreur que Buffy. Non, elle l'appelle Emily Dickens. Ah oui, c'est ça, très de ça. C'est ça qui est drôle parce il dit genre j'ai perdu parce que c'est sa security blanket. Puis gars, je comprends tout à fait. Moi, j'ai des frissons. Fait qu'à guess, hashtag I am Owen. Là. Il s'en va là pour chercher un livre de Emily Dickinson parce qu'il a perdu son livre. Puis Buffy, elle dit moi aussi, je l'aime, Emily Dickens. Puis il dit Dickinson. Ouais. Oh, she's good also. Ben, comme nous, j'imagine qu'elle a aucune idée c'est qui. Moi non plus, je savais pas que c'est qui. C'est une poétesse là, des années 1800 quelques là, qui a écrit plein de poèmes puis qui est devenue populaire après sa mort. Fait que il vient chercher son petit recueil de poèmes puis il dit quand même à Buffy qu'il est surpris de la voir là. Tu sais, sûrement que Buffy a pas l'air de la fille qui se tient à la bibliothèque. Une fille excellée. Ouais, fait que Buffy est très contente de le voir puis elle le suit puis elle essaie de comme un peu créer un lien avec lui. Puis tu sais, ça paraît... Ben, ce que j'ai trouvé étrange, c'est que on dirait qu'elle est comme in love avec alors qu'on n'en a jamais entendu parler. Là. Fait que c'est comme si elle avait un kick sur lui depuis longtemps puis que là, c'était enfin son opportunité de lui parler. Mais pour nous, c'est comme la première fois qu'on voit ce gars-là. D'après moi, tout le monde doit en parler à l'école. Ça doit être le gars populaire. Fait que là, quand Owen quitte, ben là, Giles essaie de la ramener, de la refocuser sur leur quête initiale qui était de comprendre c'est quoi l'ordre d'Aurelius. Puis elle est comme vraiment dans sa tête, là, elle est sur un nuage. Puis à la fin, tu sais, elle dit à Giles comme « Do I look fat? » Comme j'étais là, wow. Does this outfit make me look fat? Wow. Imagine. Non, mais ta jupe aurait pu être un petit peu plus longue, par exemple, pour aller à l'école. Ses robes sont tellement courtes. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Au moins, elle a des bottes, mais tu sais, la partie que ça montre, c'est la partie sexy des jambes. Comme, ben, non, là, mais je veux dire, ben oui, un peu, parce que c'est l'ouverture, là, tu sais, c'est très sexualisant, là. J'ai rien contre ceux qui portent des robes courtes, là, you go girl, là, ou you go boy, you go ce que tu veux. Mais c'est à ce point court que je me disais, mais ça me surprend qu'on n'ait pas plus souvent vu ses fesses là, parce que mettons quand il est debout c'est court, mais si elle se penche par en avant, c'est sûr qu'on voit son cul là. C'est vraiment très court. Petite robe verte et blanche là, c'est rare que je remarque ça là, mais non, sa robe à la bibliothèque est vraiment très courte. Puis tu sais, elle pense pas qu'il va peut-être falloir qu'elle se batte à un moment donné, Buffy. Ben pas encore. Ben là, elle est à l'école, fait qu'elle est comme... Quand je vais à l'école, je peux mettre mes robes super courtes parce que je me ferai pas... OK. C'est encore drôle, mais OK. Ensuite, ben, Buffy raconte tout ça à Willow, là, que Owen est venu à la bibliothèque, qu'ils se sont parlé, tout ça. Puis il rejoint Xander à la cafétéria. Oui, Willow, elle dit carrément qu'elle a calculé le nombre de temps que Owen il passait dans un coin à glotter. À glotter? C'est quoi ça veut dire? Ouais. Ben, tu sais, comme à être ténébreux, à être... avec son livre. Ouais. Mais dans le fond, tu sais, cette conversation-là, ça confirme un peu que toutes les filles de l'école... trippe un peu sur Owen, ça doit être comme le gars, ouais. Ça doit être un nom musulman. Je sais pas c'est qui, mais... J'ai pas dit son nom de famille, là, mais ouais, c'est le gars de mon histoire. Ça doit être Fate. Ouais, c'est ça, c'est Fate. Déjà là, Xander est un peu... de quoi, Owen, tu sens qu'il est un petit peu sur la défensive. Puis là, on voit Owen qui est assis seul à sa table de cafétéria, puis Buffy décide qu'elle va le voir, elle se lève, elle prend son cabaret, puis elle décide qu'elle va aller s'asseoir avec lui, dîner avec lui, mais quand elle avance vers la table, il y a Cordelia qui lui coupe la route, mais comme agressivement. Buffy en échappe tout son cabaret, là. Et j'ai écrit dans mes notes, à ce moment-là, l'interaction là, entre les trois, Cordelia, Buffy, puis Owen, Cordelia est l'enfer. Elle est
agressive, arrogante, condescendante. Elle veut tasser Buffy, elle veut la disqualifier, elle veut la discréditer, elle veut la dénigrer, elle veut la faire passer pour une maudite cocoon devant Owen. Elle est vraiment quelque chose. Ouais, puis Buffy, direct en partant aussi, elle dit quelque chose à Cordelia. Bonado, mon Dieu, je pensais pas que ses hanches étaient aussi grandes, étaient aussi grosses. Oui, mais les deux sont en mode attaque. Ah ouais, les deux, ils veulent être dans mais Cordelia, elle est quelque chose. Elle est quelque chose. Là, comme, you mean besides me? qui va être là? À part moi, tu veux qui dire? d'autre? Oui, c'est ça. Elle comprend même pas qu'il pourrait ne pas s'intéresser à elle, ou qu'il pourrait s'intéresser à quelqu'un d'autre tellement elle est centrée sur elle. Moi, je vais être là, il y a juste ça d'important. Ouais. Donc, elle l'invite au bronze. Owen dit comme qui va être là? Elle dit moi je vais être là. Et là Owen se retourne vers Buffy puis il dit toi Buffy tu vas-tu être là? Donc là Buffy oui je vais être là certain. Donc il y a une petite date qui est convenue, peut-être pas une date mais Owen lui propose de se rejoindre au bronze à 8h le soir même. Donc c'est pas vraiment une date parce que c'est comme dans un endroit commun qu'il va y avoir d'autres mondes, mais quand même. Il l'a invité, là, je veux dire, c'est qu'il s'est reviré en pleine invitation avec Cordelia. Oui. Il se revire vers Buffy, puis c'était clair, là. C'était clair, là, que les deux filles n'étaient pas amies. Mais encore là, Owen est tellement niaiseux. Il est tellement vide qu'il voit pas. Il voit pas ça, on dirait les deux filles en avant de lui en train de se battre là, férocement. Là. Il voit pas où il est juste. Cordelia l'intéresse pas, puis il est comme au bronze, c'est une bonne idée. Toi, Buffy, tu y vas-tu au bronze? Parce que moi, j'aimerais ça y aller avec toi. Tu sais, comme, il est juste tellement transparent, on dirait, que je comprends ce que tu veux. Tu sais, je pense que Cordelia l'intéresse juste pas. Fait que lui, il demande à Buffy si elle veut y aller, puis il est juste. Il fait fi de Cordelia. Je vois encore la face qu'elle fait quand elle... You mean besides me? Ouais, elle non plus, elle comprend pas. Elle est comme, mais je comprends pas pourquoi tu m'invites pas. Tu sais, pour elle, ça fait aucun sens. Non. Willow et Buffy sont bien énervés après une fois que la date est setée. Puis ils s'en vont à la bibliothèque et là, leur ballon est pété rapidement parce que Giles leur annonce que il a trouvé la prophétie par rapport à l'ordre d'Aurelius, qu'il faut absolument que Buffy aille patrouiller ce soir. Parce que là, la prophétie, ça dit que c'est ce soir que Five will die, puis que là va naître de ça le successeur. Donc là, elle est comme, OK, mais c'est parce que à soir, ça marche pas, là. Moi, j'ai une date, là, faut que j'aille au bronze. Puis il est comme, non, faut que tu sauves le monde ce soir, là. Donc là, il y a comme déjà un dilemme entre sauver le monde ou ma date ce soir. Et le Giles lui dit, Tonight we are going to battle. Puis là, il est comme, non, ce soir, ça se passe. Puis c'est vraiment drôle au niveau du montage parce que Giles est comme, ce soir, c'est la guerre, puis on s'en va se battre. Puis, et là, la scène coupe et on les voit après ça, sont les deux au cimetière et il se passe fuck all rien. C'est désert, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien qui se passe. Sur Canal Famille, il avait utilisé cette take-là pour faire une annonce. Ça passait tout le temps. Tu voyais Giles, ça comme zoomait sur sa face, puis non, vont encore frapper. Les soldats du mal vont puis il parlait de même, ça coupait comme, puis là, c'est une annonce de Buffy. Là. Les lundis, les mardis à 18h30 sur Canal Famille. C'était comique quand même, là, l'espèce de petit montage là, de mettre ces deux scènes-là en opposition. Puis bon, le cimetière est désert, il se passe rien. Donc, Giles call off la mission. Il fait OK, bon, c'est bon. Je me suis peut-être trompé dans les dates quand j'ai calculé pour la prophétie. C'était peut-être pas ce soir, finalement, que ça se passait. Donc, il laisse partir Buffy, lui donne la permission de quitter. Et Buffy s'en va directement direction le bronze, parce qu'on se rappelle qu'elle avait une date avec... elle doit y avoir été en faisant des backflips. Et puis en français, là, Giles, il vous voit encore Buffy. À ce point-là. Ah ouais? C'est vraiment étrange. Moi, toutes les fois, je fais comme OK. Comme, ça me rentre pas en tête, on dirait que Buffy, elle vous voit Giles jusqu'à la fin, ça va. Je vis bien avec, mais d'entendre Giles, vous voyez Buffy, ça me fait bizarre. Mm-hmm. Ben oui, c'est clair, moi, ça me rentre pas dans la tête. Ça me rentre pas dans la tête. Ça a comme pas rapport. Puis dans le premier épisode, il vous voyait Willow. Ouais. Ben, tu sais, qu'il vous voit dans le premier épisode parce que c'est la première fois qu'il les rencontre, c'est une chose, mais que ça se maintienne à travers toute la saison. Il me semble que ça coupe entre Buffy puis entre Giles envers Buffy à un certain point. Il me semble que ça coupe, là. Comme il dit tu. Tu me diras quand il switch. C'est ça, parce que moi, en anglais, ouais, tu me diras.
Donc là, Buffy s'en va direction au bronze et après ça, on a comme une espèce de scène là, coupée où on passe du bronze à l'autobus. Dans le fond, on voit un autobus qui roule et dans l'autobus, il y a différentes personnes. Il y a une mère avec son fils. Il y a une vieille madame. En tout cas, il y a différentes personnes. On dirait que tu décris l'intro de Mais où se trouve Carmen Sandiego, là, ou le bus magique. Non, mais c'est vraiment, tu sais, on se croirait comme peut-être dans 45 Papineau. Non, peut-être plus dans la 29 Sainte-Catherine. Ah, à Montréal, OK, je comprends. Le soir, là. Il y a un gars qui est juste comme debout, un peu agité. Tu sais, là, quand t'es dans l'autobus, puis il y a comme il y a des places assises, mais le gars, il veut pas s'asseoir, puis il fait comme les 100 pas en parlant à voix haute, là. Comme puis il est quand même assez bâti aussi, là. Tu sais, tu pourrais pas te battre contre lui assez facilement. Un peu agressif. Tu sais, dans son discours, c'est comme... Les ténèbres tomberont sur nous et nous allons tous payer pour ce que nous avons fait. Pour vrai, là, c'est le genre de gars que tu fais comme moi je vais descendre ici et marcher le restant de la ride finalement. Hey, il est vraiment quelque chose là. Un moment donné, j'étais allé faire renouveler mon permis, OK? Puis, tu sais comment c'est, en tout cas, je sais pas si c'est comme ça à Montréal, là, mais nous autres, là, c'était fait dans le temps, c'était comme une espèce de grosse salle d'attente, puis t'attendais de voir ton numéro popper sur le... pour te dire à laquelle guichet, puis tout ça. Puis là, moi, j'étais en train d'attendre, tu sais, pour aller... Parce que là, en plus, ça tombe la fois qu'il faut que je refasse ma photo. Puis c'était dans COVID, là, tu sais, là, c'était... Non, c'est pas vrai. Mais non, parce que dans COVID, ils nous ont pas fait renouveler nos photos. C'était avant ça. Puis là, ben, en tout cas, je rentre là. Pendant que j'attends, je vois un monsieur qui s'obstine avec quelqu'un à un guichet. Mais comme, tu sais, ça commence à monter le ton, là. Puis, tu sais, là, genre, les mots qui sont dits sont un petit peu trop intenses pour, genre, je peux pas renouveler ton permis de conduire ou quelque chose de même. Tu sais, genre, je vais te tuer, mon nanana, puis des affaires comme ça. Puis là, le doute a pété un plomb, puis il s'est fait sortir par 2 gardes de sécurité en se débattant, sûrement qu'il était intoxiqué, le tant qu'à moi, ou qu'il avait vraiment une très mauvaise journée. Puis là, mon numéro a popé, puis il fallait que j'aille prendre ma photo. Est-ce que sur ta photo, t'es comme une face, genre... terrifié un peu terrifié. Puis tu regardes un peu, genre, comme à côté, voir si le gars va revenir. J'ai un œil plus gros que l'autre sur la photo, genre que je pense que c'est parce que je me retenais pour pas pleurer. Oh my God. J'avais tellement peur. Fait que quand je vois des affaires de même qui se passent là, dans des films ou dans des émissions, là, je suis comme, je te comprends. C'est que je comprends. Tout le monde est mal à l'aise dans l'autobus, puis c'est comme un peu froid. Tu fais quoi dans ce temps-là? T'espères ne pas mourir. Ça dépend. Mais tu sais, parce que dans un lieu fermé comme ça, tu sais, de commencer une intervention, faut que tu sois quand même... Faut que tu t'assures d'être la bonne personne, puis d'avoir les techniques pour entrer en intervention avec quelqu'un qui semble avoir perdu contact avec la réalité, parce que t'es dans un autobus là, qui est en mouvement. Tu peux pas gérer la distance, puis tu peux pas descendre comme tu veux. Fait que il y a un enfant. c'est quand même assez touché. Tu peux commencer à essayer d'avoir une discussion, essayer juste de comprendre qu'est-ce qui se passe, mais si la personne est agressive, là, je te dirais que ça serait au chauffeur de stationner l'autobus, de demander à tout le monde de sortir, puis de demander à la police. Idéalement, policiers avec des intervenants sociaux, là, ils ont ça à cette heure, ils ont comme des petits teams là, avec des pas des policiers, c'est vraiment des travailleurs sociaux qui accompagnent les policiers pour faire des interventions auprès des gens qui souffrent d'un problème de santé mentale. Oui, pour pas que ça finisse avec genre on a tiré le gars parce qu'il parlait fort. Là. Ah ben c'est super, ça comme technique d'entrevue là. Ben oui. C'est parfait, c'est pas ça qu'il faut faire. Ouais, exactement. Mais tu sais, mettons si moi j'étais la madame, que je suis là avec mon petit gars, tu sais, je suis pas sûre que je commencerais à parler avec parce que tu veux pas non plus que là tu deviennes sa cible puis que là il se mette à t'attaquer avec toi. Oh là là. Oh là là. C'est compliqué. Puis, tu sais, il y a tout le temps l'espèce de dilemme de genre, je m'en mêle-tu ou je ferme-tu ma gueule? Tu sais, comme si je dis quelque chose, est-ce que je vais réussir à le calmer puis le faire asseoir ou il va sortir un couteau puis il va me piquer? Fait que, tu sais, c'est le genre de truc que des fois, on est mieux de pas s'en mêler. Mais, tu sais, après ça, il faisait pas de mal à personne. Puis, il attaquait pas verbalement quelqu'un. Ce qu'on apprend plus tard dans l'épisode, je me dis... Et son peut-être qu'il en serait venu. là, ouais. Peut-être, oui, c'est ça. Mais en tout cas,
on s'en va au bronze, hein? Buffy arrive. Oui. C'est un peu crève-cœur, hein, cette scène-là. Elle arrive au bronze, elle cherche pour trouver Owen, mais elle est très en retard parce qu'elle est allée patrouiller au cimetière. Donc, elle voit Owen et Cordelia sur le dance floor qui sont en train de danser ensemble. Oui, mais ça paraît qu'il veut pas, je trouve. Ça paraît qu'il veut pas. J'aurais aimé qu'elle donne plus de poids à Owen qui est drette comme une porc puis qui a pas de l'air, ça a pas de l'air de tenter pantoute de danser avec Cordelia, mais elle voit juste l'ensemble, c'est-à-dire j'ai manqué ma chance, Cordelia a pris ma place puis elle m'a volé Owen parce que je suis la Slayer et j'ai dû aller patrouiller et à cause de mes responsabilités et de mon rôle de Slayer, genre j'ai perdu ma date. Puis elle a le goût de brailler, là, comme elle est vraiment. Ouais. Elle a le cœur brisé. Là. Ouais, ça fait mal. Même moi, j'étais comme, vraiment push. Puis Cordelia, surtout qu'on sait qu'elle va comme juste. Tu sais, c'est comme next après, là. Une fois qu'elle a eu lui, ouais, c'est ça. Elle va le laisser. Elle voulait. Là, ouais. Et on retourne à l'autobus, Bruno. Le gars est toujours de plus en plus weird, à un point tel que là, le chauffeur intervient et lui demande de s'asseoir parce qu'il commence à être un petit peu trop turbulent. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est il y a comme un vampire qui se positionne en plein milieu de la route et qui fait comme un peu... le chauffeur fait « Ah! » Puis il essaie de l'éviter, puis l'autobus rentre dans la clôture, un arbre, je sais pas trop. En tout cas, l'autobus fait une sortie de route, puis... pogne un accident, comme qu'on dit. Et puis on dirait suite à que c'est l'accident... comme avant-gardiste ou prévenant de comme qu'est-ce qui va se passer dans la saison 6 avec Willow quand elle va se crisser en avant du boss pour faire sortir... Ouais, c'est vrai, ouais. T'en rappelles de cette bout-là? Ouais. Ouais, excuse-moi. Donc là, l'autobus est vraiment hors service, là. Il est comme... pas stationné, là, mais... Et puis sur la route, en tout cas. Ouais, c'est ça. Puis là, les gens sont un petit peu on vient d'avoir un accident. Et là, il y a comme une espèce de bruit à l'extérieur. Puis il y a un vampire qui défonce une vitre et qui mord le gars weird. Là. Y a-tu un nom, ce gars-là, le gars weird? C'est un évadé d'un institut psychiatrique. Ouais. Est-ce un nom? Je sais pas. En tout cas, le gars weird qui parlait tout seul se fait mordre par un vampire. Et là, on voit plein de vampires, plusieurs vampires qui entrent dans l'autobus. On entend des cris. Et on comprend que s'en suivra un carnage. Ouais. Qu'il va y avoir au moins 5 personnes qui vont mourir dans ce bus-là. Oui. Ouais. Le lendemain, on retourne à l'école et là, Buffy, en a gros sur le cœur et elle ventile auprès de son ami Xander. Ah ouais, c'est un peu maladroit de sa part, mais on l'a sûrement tous déjà fait. On a sûrement tous eu déjà un ami qui tripait sur nous puis on le savait pas trop ou on faisait semblant de pas le voir. Et de ventiler sur le gars sur qui tu tripes ou la fille sur qui tu tripes à la personne qui tripe sur toi, c'est vraiment douloureux pour la personne qui tripe sur toi de t'accueillir dans tes confidences. Une couple de petite bitcherie là, à quelque part. Xander fait un petit call sur lui dans le fond parce que il dit c'est sûr là, tu sais toi dans le fond ce qu'il te faudrait c'est un gars qui connaît ton secret, c'est qu'il te faudrait quelqu'un qui sait que t'es la Slayer puis qui l'accepte. C'est vrai. Comme moi, tu sais. Fait que il est en train d'un peu de vendre sa salade, mais il est interrompu par Owen qui vient voir Buffy, qui dit t'étais pas là hier. Et là, Buffy dit je me suis endormie puis j'ai aucune montre, j'ai aucune horloge chez moi. Chez nous. Mon Dieu Seigneur, quand elle dit ça. Mais c'est ça encore une fois, Owen, il a pas l'air de se rendre compte que ça n'a aucun sens ce qu'elle dit. Non, c'est ça, il est un peu niaiseux. Il est un peu dans sa tête, je sais pas trop. Il repropose une date pour le soir même pour se reprendre et pour être sûr qu'elle va être là à l'heure cette fois-ci, il lui donne sa montre. Puis là, c'est quand même intéressant. Sa montre, c'est comme une montre comme en or, là, je pourrais dire. C'est une pocket watch, là, une grosse affaire. En or. Puis Xander est toujours là, hein, il est toujours témoin de leur discussion. Puis là, tu vois Xander qui regarde sa propre montre. Puis lui, c'est comme une petite crise de montre de petit gars, là. Ouais, de Twinny Bird. Puis ça, c'est comme... Tu sais, Xander se sent souvent inférieur, se sent souvent pas au niveau de Buffy. Puis là, il fait juste comme, OK, ça, c'est un vrai gars là, qui a une pocket watch en or. Puis moi, j'ai une petite crise de montre d'enfant de 12 ans, tu sais. C'est quand même intéressant. C'est un petit clin d'œil, là, ça dure vraiment pas longtemps. Mais de montrer que Xander est pas au niveau, tu sais. C'était une joke, mais c'était en même temps on nous montre comment que Xander il se fait, tu sais, il reçoit des claques d'en face comme ça des fois, tu sais, des affaires qu'il se fait pas dire, mais il grandit tout seul, hein, parce que tu sais ses parents ils ont des gros problèmes d'alcool à Xander, fait qu'il
À toutes les Noëls, il sort dehors puis avec son sleeping bag pour dormir parce qu'il n'est pas capable de stander sa famille, tu sais. Fait que ça dit un peu genre que là, ici, c'est un peu un coup de réalité qui mange qui est comme ah, ouais, j'aime bien ça, Tweety Bird, mais je peux pas l'apporter, cette montre-là, parce que ça fait de moi un pas homme. Ce qui est pas vrai, Xander, comme moi, je porte des gilets de Goosebumps encore, puis des bas de Goosebumps, puis tu sais, ces affaires. Puis moi, ça me sécurise de porter ça. Fait que ça m'a fait un peu de peine, ça. C'est juste qu'il se compare. Il est comme, pourquoi Buffy choisit Owen? Pourquoi qu'elle voudrait pas me choisir moi? Puis là, il voit que lui, il a une montre en or, puis lui, il a une petite montre cheap. Fait que c'est Owen, on se calme aussi que ça monte, là. Hey, moi, si quelqu'un m'arriverait, si j'avais à choisir entre quelqu'un qui a une pocket watch comme Owen de l'ancien temps, genre, puis que faut que je me force pour lire l'heure avec les aiguilles dessus. Ben, peut-être pas quand t'es une jeune adolescente de 16 ans, là. C'est quand même impressionnant qu'un gars te laisse sa montre en or, tu sais. Je peux te garantir que, oh non, mais s'il y avait une montre de Tweety Bird, j'aurais été pareil. Dans tous les cas, Buffy a une nouvelle date avec Owen ce soir. Et donc là, tout de suite, elle s'en va voir Giles pour s'assurer que ce soir, elle a congé. Donc, elle rentre dans le bureau de Giles et comme... Parfait, fait que la prophétie, c'est pas ce soir, hein, c'est parfait, fait que c'est beau, ce soir, pas de problème, ok, bye! Puis Giles a même pas eu le temps de comprendre, il est juste comme, ah, ok. Quand t'as juste les souliers qui s'en aillent, clac, 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 clac. Ouais. Après ça, on a une petite scène où on voit le Master dans son souterrain, je sais pas trop. Avec, dans son église enterrée. Là. Ouais, exactement. Puis, il attend son... j'avais écrit allié, mais c'est pas son allié, c'est son successeur, là, son fameux... je vais te laisser dire le mot en anglais, Bruno. The Anointed One. The Anointed One. Il cherche encore une raison de vivre, là, lui. Là. Il essaie toutes les affaires possibles pour sortir de l'église. Là. Donc, c'est juste un petit flash, là, pas qu'on oublie qu'il y a le petit cochon là, dans la cave là, qui attend son successeur. Hey. Et après ça, il y avait... ma scène préférée de l'épisode, Buffy, Willow et Xander qui sont dans la chambre de Buffy parce qu'ils lui choisissent un outfit pour sa date. C'est vrai. J'adore je pense à tout le temps. quand Buffy choisit des outfits. Mais là, il y a quelque chose de quand même drôle, limite un peu... cringe. Un peu cringe qui se passe, c'est que, ils finissent par choisir un outfit. Puis Xander est comme, ah non, pas ça, non, pas ça, parce qu'il veut qu'elle s'habille laid, là, comme il est comme pourquoi tu mets pas ça, puis il sort un suit de skidoo, tu sais. Et là finalement elle choisit un outfit, puis elle dit à Xander tourne-toi, je vais me changer. Alors Xander se tourne, puis il est près de la commode, mais sur la commode il y a comme un petit miroir, une boîte à bijoux. Et là, une boîte à bijoux. Et là, dans le fond, pendant que Buffy et Willow, que Buffy se change avec Willow, tu vois Xander qui lève la main comme pour ajuster le petit miroir pour comme voir derrière lui. Mais la scène coupe, on voit pas s'il fait, qu'est-ce qu'il voit. Oui, elle s'est changée très vite. Elle s'est changée très vite. Et alors qu'elle est en train de terminer de se changer, t'entends un cling, puis là, les deux filles regardent, puis il y a comme Xander qui a comme un peu... décrisser la boîte à musique. Fait que je sais pas si elle a catché qu'il essayait de la regarder avec le miroir. Je sais pas si elle a compris, mais elle a fait comme si elle l'avait pas vu ou quoi que ce soit, mais... Qu'est-ce qui vient de se passer? Il y a eu un bruit. Ah, OK, c'est bon. C'est grave? Je sais pas pourquoi, là, j'ai comme... non, j'ai juste... T'avais l'air à comme avoir senti genre un esprit ou quelque chose de même, puis j'ai fait... Non, il y a juste un bruit, puis j'ai regardé si c'était le chat qui pétait sa coche ou quoi. C'est bon, c'est parce que moi, je venais de voir le chat de l'autre bord, c'est pour ça, fait que je trouvais ça bizarre. Excuse-moi, ça c'était juste weird. Non, mais tu sais, avec les écouteurs, j'entends pas tout, c'est pour ça. Moi, je vais profiter de ce petit moment-là pour dire que vous pouvez vraiment me croire qu'à chaque fois que les filles qui se sont changées dans la même pièce que moi, qui m'ont dit de pas regarder, j'ai jamais regardé. Ben non, mais c'est ça. Mais t'étais pas attiré par eux. Alors, vous pouvez toujours être safe. Non, je sais, mais sentez-vous safe parce que je veux juste que vous... Avec toi, tu veux dire? Oui. Moi, je regarderai jamais. Mais est-ce que tu juges Xander d'avoir voulu regarder? J'ai de la compassion pour Xander d'avoir 16 ans. Ouais. Pour être honnête avec toi, c'est plus ça. Surtout dans son statut, puis que tout le monde qui le rejette, puis toutes ces affaires-là. Puis tu sais, comme là, il se ramasse dans un moment où est-ce que... tu comprends? Il est dans une position... Xander aurait pas dû être là. Comme du tout. Oui, ça, je suis d'accord que
je pense que c'est assez clair que Xander tripe sur Buffy et donc Buffy devrait faire attention dans les situations dans lesquelles elle met Xander, de genre se changer devant lui, dans les discussions, tu sais, parler, tu sais, tu le sais, quand tu sais qu'un ami a des sentiments pour toi, d'être un petit peu plus, de faire plus attention à ce que tu vas dire, tu vas pas genre lui parler explicitement de ta date que tu viens d'avoir, là, tu sais, le gars il tripe sur toi, là. Mais ouais, mais j'ai peut-être l'impression qu'elle a pas catché ou je sais pas trop. Elle a-tu catché à ce moment-là? Xander is one of the girls, elle y a dit dans Witch. Ouais. Fait qu'elle, là, elle le voit comme elle voit un de ses amis gays. Ouais. Tu sais, aucun... Puis tu sais, comme... Je me rappelle spécialement dans ces années-là, moi, des amis de filles, j'en ai eu là, qui, sans prévenir, se sont changés devant moi parce que j'étais gay, là. Comme, mais changer, là, genre sans avertissement, sans rien, là. T'sais, moi, je suis quelqu'un qui a besoin d'un petit... faut que tu me le dises 2 secondes. Puis si tu me dis, ben j'ai besoin d'intimité, je vais sortir. J'aime pas comme être dans cette bulle-là des gens, comme, nécessairement. Parce que ça me met un peu inconfortable dans la même pièce, tu sais. Puis... elle aurait dû lui dire de sortir de la chambre parce que de lui dire juste de se retourner, c'est comme tourne-toi, puis dans ton dos, je vais me changer, là, je vais être tout nu. Ouais. Le gars, il a 16 ans, là, genre, c'est un gros défi, là, tu sais, puis il tripe sur toi. Surtout qu'un miroir en plus drette là, tu sais, comme. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que c'est un peu maladroit, tu sais. Mais on chaîne pas les deux, c'est des ados, puis c'est comme. Ouais, c'est ça, Buffy aussi, elle apprend, là, puis plus tard, elle ferait pas ça, là, rendu à saison 7. Mais on fait pas ça, hein, regarder pendant que quelqu'un change sans son consentement. Pas ça. On ne fait pas ça. Et ce qu'on devrait pas faire non plus, c'est être un cock-blocker comme Giles qui arrive chez Buffy en grande trompe. Buffy, je reviens, il vient d'avoir un accident, un autobus, il y a eu 5 morts. Comme dans la prophétie s'est réalisée, j'avais raison sur la date, il faut absolument aller patrouiller. Puis là, elle est comme, non, là, j'ai une date. Et là, Owen arrive au même moment. Puis Owen est comme, le bibliothécaire qui est chez Buffy. Est ici. Puis là, il y a comme une espèce de petite mise en scène de comme Buffy a ramené des livres en retard puis il vient pour la chicaner. Puis lui, il est juste comme, wow, il prend vraiment sa job au sérieux, ce mec. Oui, puis elle a trouvé ça correct. Il est vraiment naïf, en fait, Owen. Ouais, il est vraiment naïf. Il est démuni, le gars, là. Xander en profite aussi pour lui faire peur. Hein. Il le prend un peu à part, puis il est comme... Buffy, là, juste te dire, elle aime ça être touchée, elle aime ça être complimentée, elle aime ça être... Elle aille danser, elle veut pas... Puis là, il est juste un peu... On dirait un père, là, qu'il parle à ton chum avant que vous partiez pour la soirée. Fait qu'il il est un peu... Il fait son lourdeau. Et là, très drôle, Buffy a une pagette, hein, parce qu'elle dit... Si vous avez besoin de moi, bip me. Puis elle a une petite pagette, là, une petite page. Là, If the apocalypse come, beep me. C'est ça, quand tu pèses play sur le DVD, ça dit ça. Comme parce que le coffret de la saison 1, chaque fois que tu pèses play pour l'épisode, il y a une quote de Buffy là, pendant que le menu disparaît. Là. Et là, ben, vu que Buffy a tenu son bout et qu'elle dit non, ce soir, je choisis ma date, je choisis ma vie personnelle. Giles lui fait, ben moi, je choisis la mission et je vais aller au salon funéraire pour enquêter. Donc, ils partent chacun de leur côté. Un part en mission, l'autre part en date. Et ensuite, on a Willow et Xander qui, eux aussi, veulent les suivre. Mais là, Willow veut suivre Giles. Et Xander veut suivre Buffy. Mais Xander veut suivre Buffy pour contrôler un peu ce qui va se passer sur la date. Donc, il faut se rappeler que Willow, pas, elle a un petit crush sur Giles aussi. Hein? Elle dit dans saison 4 qu'elle a eu un crush dessus. Ouais? Oui. Fait que c'est pour ça que elle a le petit côté. Elle est surtout amoureuse de Xander déjà à ce moment-là. Oui, là, mais je comprends le petit crush qu'elle a sur Giles dans la mesure où est-ce qu'il la valide beaucoup, Willow. Elle est comme vraiment une. Puis il y a du respect pour elle. Là, comme, oui, puis intellectuellement, ils se rejoignent quand même. Là. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Là, c'est vrai que si elle n'avait pas été une étudiante, Giles et Willow, ça aurait pu être intéressant. À la longue, oui. Je parle. Là. Oui, effectivement.
ben là, Buffy et Owen sont au bronze. C'est finalement leur date. Ils dansent, ils ont du plaisir. Ça se passe bien. Puis là, Cordelia, elle arrive, puis elle voit ça, puis elle est juste comme « Wow! » Genre, j'hallucine. Genre, elle ne peut pas croire que Owen est avec Buffy. De sortir avec une low budget, genre, là. Comme... Ouais, là, tu sais, comme... Pour vrai, il serait en train de danser avec une coquerelle, elle aurait eu la même réaction, là. Elle aurait fait non, comme, ça voyons donc, là. Ça s'en vient. Et là, on revient au salon funéraire. Giles arrive au salon funéraire pour enquêter, mais il est même pas entré dans le salon. Là, direct dans le parking, il se fait attaquer par les vampires de l'ordre d'Aurelius. Donc, il rentre à l'intérieur, puis il réussit à se barricader là, dans la salle des cadavres, là, où est-ce qu'il y a des frigos là, de cadavres. On va les dire, frigos de cadavres. Je savais pas que c'était des frigidaires, moi, ça. Ben, c'est parce que habituellement c'est dans une morgue, mais les corps sont aussi conservés dans des frigos au salon funéraire en attendant l'exposition, en attendant l'incinération. Donc, il y a aussi des frigos de cadavres. Il doit y avoir un autre terme plus technique, là, mais moi, j'avais ça, des frigos de cadavres. Donc, c'est comme des petits frigos, mais faits coucher sur le long, là, avec des petites rails là, que tu tires le corps là, quand tu ouvres la porte. Là. Pour ceux qui ont écouté True Calling avec Liza Dushku tout de suite après Buffy, ben, elle en ouvrait beaucoup de ces portes-là, Liza Dushku. Voilà. C'était bon, et là, ça. Un peu weird, dans le sens où Giles se barricade dans la pièce de frigo de cadavres. Puis là, il est un peu pris au piège parce que là, les vampires essaient d'entrer. Puis là, lui, il est comme... Et là, par la fenêtre, Willow et Xander, qui l'avaient suivi, qui sont comme « Giles, t'es-tu correct? » C'est pratique, qui lui parlent à travers la fenêtre, mais il y a des barreaux, fait qu'ils peuvent pas entrer. Giles peut pas sortir. Fait que Giles est comme pris au piège. Puis ils sont comme « On va aller chercher Buffy là, pour venir t'aider. » C'est un peu mal... les vampires sont dehors, en train de comme... C'est ça, là. C'est un peu mal amené, là, ça. Dans le fond, la façon que Giles est en danger et que on avertit Buffy que Giles a besoin d'aide, c'est par Willow et Xander qui vont chercher... C'est un peu mal amené, là, ça, là. Non, c'est un peu trop facile. Allons-y avec ça, là. Comme Rob des Hôtels et son coéquipier, là. Je l'aurais travaillé un petit peu plus, celle-là, tu sais. Et là, on arrive à... ma scène que j'adore, on retourne au bronze. Buffy et Owen, la date va bon train, ils ont dansé. Oui, je sais exactement de quoi tu parles. Et là, Owen s'en va acheter un petit quelque chose à manger à Buffy. Et qui arrive pas? Angel. Hein? Quel bon timing. À côté de Cordelia qui est déjà contrariée de pas être avec Owen. Et quand Cordelia voit Angel, parce que ça semble être la première fois qu'elle voit, elle dit « Hello, salty goodness ». Et dans Angel, la série Angel, il y a un épisode où Cordelia, je sais pas trop ce qui se passe exactement, mais elle revient dans le temps où elle rajeunit, en tout cas. Et quand elle voit Angel, donc pour la première fois dans la série Angel, parce qu'elle a perdu la mémoire, ou en tout cas, pour elle, c'est la première fois qu'elle voit, elle dit « Hello, salty goodness ». Donc, il y a un callback de cette phrase-là. Il y a comme une continuité dans sa tête, là, la suite des idées. Là. Exactement. Donc, Cordelia s'approche pour aller... saluer Angel ou pour aller se présenter, mais elle n'a même pas le temps de lui adresser la parole. Angel s'en va directement voir Buffy. Et là, Cordelia en revient pas. Mais Chris, dans quel monde qu'on vit? Est-ce que les deux plus beaux gars de la place veulent aller parler à elle? Pour elle, Buffy, c'est une abomination, là, fait qu'elle comprend pas. Puis moi, je suis là. Ouais. Comme, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est sûr que, bon, Angel va voir Buffy, il faut que je te parle, il y a la prophétie, puis là, on a besoin de toi, puis là, il faut que tu interviennes. Là, Buffy est comme, non, là, moi, je suis sur ma date. Et là, Angel, tout de suite, se braque un peu. T'es ici sur une date. Là, ça fait comme un froid. Owen revient. Là, ils sont comme là, les trois. C'est un peu malaisant. Owen demande, vous connaissez d'où? Owen est comme correct avec ça, on dirait. Ouais, lui, il est pas mal à l'aise. Non. Lui, il est pas mal à l'aise. Mais c'est comme s'il voit pas, tu sais, il y a un malaise, là, c'est palpable parce qu'elle est super mal à l'aise que lui voit ça. Lui, il est comme pas content qu'elle soit sur une date. Puis là, Owen leur demande, vous connaissez d'où? Puis Angel dit from work. Donc là, c'est drôle. Comme you work? Oui, c'est ça, tu travailles où? Genre au cimetière. Oui. On l'a nommé tantôt d'ailleurs. En plus, Xander et Willow arrivent à bout de souffle en disant « Giles a besoin d'aide au salon funéraire. » En faisant semblant de se dater. Ah oui.
Donc, Willow et Xander arrivent au bronze en plus. Donc là, Buffy est comme, OK, là, moi, j'étais sur une date avec Owen. Angel est là. Xander puis Willow sont là. Ils font semblant de se dater. Ils leur proposent une date à 4 au salon funéraire. Tout est weird. Et Owen catch rien. Lui, il est juste comme, ah, OK, parfait. On va aller au salon funéraire. Ben oui, okay, tout à fait normal. Allons jouer dehors. Super. Ouais. Là, Buffy fait non, toi, tu viens pas, c'est trop dangereux. Moi, je vais y aller, toi, reste ici. Elle l'embrasse un peu rapidos. Oui, elle revient Angel pour est l'embrasser, en fait. Ouais. Puis Angel voit ça. Ah ouais, à part, elle revient, elle l'embrasse. Puis là, Owen dit, what a strange girl, the strangest girl, quelque chose de même. Ouais, she's the strangest girl. Ouais. Et puis Angel fait juste une face. Qu'il continue à parler avec c'est pas bizarre, tu sais, comme il catch pas, il parle avec le gars qui est venu crasher sa date. Comme, je sais non, mais pas. lui, il pense que c'est un gars de la job. Genre, c'est comme s'il catch rien. Il est un peu. Ouais. Il est absent. Ouais. Donc là, Buffy, Willow, Xander s'en vont au salon funéraire pour aller sauver Giles. Mais rendu au salon funéraire, première chose qu'on sait, Owen les a suivis. Il est comme, hey, guys, salut, je suis venu avec vous autres. Là, Buffy est comme, tabarnak. Fait que là, ils font semblant qu'ils font les petits délinquants, puis que c'est donc bien cool de venir dans un salon funéraire la nuit. T'sais, ils lui font croire que ils sont venus comme juste cracher un peu le salon funéraire parce qu'ils veulent pas trop lui donner d'informations sur ce qui se passe réellement. Elle réussit à dire, je vais aller à la salle de bain. Donc là, elle laisse Owen avec Willow et Xander. Et elle retrouve Giles qui s'est caché non seulement il s'est caché dans un tiroir à cadavre, mais il est couché sur un cadavre. Oh my God! Quand elle ouvre le truc, il est couché il est comme couché en position missionnaire sur un cadavre, tabarnak. Faut se cacher. Fait que, ouais, c'est ça. Faut le faire. Et elle dit à Giles de rester là, qu'elle va... en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'elle dit à Owen, Buffy... Elle dit à Giles que Owen les a suivis. Fait que là, comme pogné, elle dit, je vais m'en occuper parce qu'il va trouver ça bizarre que tu sois ici. Oui. Fait que là, il faut que je vous garde séparés. Mais encore là, c'est que je veux dire, en s'en allant de Giles, puis que Giles reste tout seul, il est en danger, là. Comme, tout ça, c'est comme un peu bizarre, là. Mais c'est ça, parce que là, à partir de là, il aurait fallu qu'elle se dédouble. Parce qu'elle ne peut pas assurer la sécurité et de Giles et de Owen. Puis là, Giles est comme, t'as amené ta date ici? Puis elle est comme, je l'ai pas amené, mais je suis en date présente. Elle a mal géré ça, puis là, elle n'arrive plus à protéger tout le monde. Mm-hmm. Puis là, elle réussit à... Xander, Willow et Owen s'enferment comme dans un petit bureau qui a de l'air d'être safe. Donc, elle pense qu'ils sont en sécurité. Quand elle débarre la porte, c'est tellement drôle. Puis on a vérifié cette pièce-là. La porte est barrée. Cloud! Non, it's not. Alors, moi, cette bout-là, ça m'avait tellement... Comme quand j'étais jeune, là, je m'en rappelle, j'avais eu un battement de cœur de plus à ce moment-là. Là, Ah oui! Oh, wow! Là, si je pouvais avoir ça puis impressionner. Mais elle l'utilise même pas pour l'impressionner parce qu'elle le fait un peu discrètement. Puis comme, non, regarde, c'est débarré. Elle veut pas lui montrer qu'elle a cette force-là. Oui, mais avoue là, que c'est tellement comme... Tu veux être la Slayer pour un moment de même, là. Oui, pour avoir cette force-là, ouais. Tu sais, c'est comme t'es en avant puis c'est comme... En dedans de toi, c'est tellement... Ben, tu sais, là, c'est le petit gars de 13 ans là, qui parle dans mon cœur, genre de me faire valoriser au point de moi-même me dire, hey, je casse la poignée de porte pour aller sauver le gars avec qui je suis en date, genre. Je trouve ça comme... je m'en rappelle, là, quand j'étais jeune, là, j'avais eu mon cœur avait vraiment fait... Wow! Puis elle, tout ce qu'elle veut, c'est l'enfermer dans une pièce en sécurité pour plus avoir à s'inquiéter de lui. Puis elle pense qu'elle a réussi en les mettant dans cette pièce-là. Mais première chose qu'on sait, c'est que cette pièce-là, dans le fond, il y avait comme un rideau. Puis quand Owen enlève le rideau, il y a une vitre où il y a un corps sur une table un peu en mode embaumement. Là, il est sur une table... c'est ça. Et c'est le gars weird qu'on appelle depuis le début, là, le gars qui parlait de ça dans l'autobus. Là, celui auprès de qui on n'a pas voulu intervenir tantôt. Exactement. Puis là, il a de l'air d'être mort. Première chose qu'on sait, il se relève et il est devenu un vampire. Donc là, Owen est comme, c'est normal, un mort qui se lève. Et là, Willow et Xander constatent qu'il est devenu un vampire. Et là, il y a une vitre qui les sépare et avec sa tête, il défonce la vitre. Et là, il dit, il est tellement creepy, il dit...
pork and beans, I can smell you. Il est tellement vraiment lui, là, creepy. Il s'est réveillé avec une puissance qu'il ne créait pas à ça. Oui. Là. Comme tu vois qu'il s'est réveillé, puis wow, je suis fort, puis c'est la force que j'ai toujours voulu. Mais le plus drôle de tout ça, c'est de voir comment Xander puis Willow ont rushé pour barricader la porte, mais à quel point ils ont rushé pour la débarricader après. Oui, parce que là, eux autres, ils s'étaient enfermés dans le bureau, fait qu'ils avaient mis plein de meubles devant la porte, puis ils sont juste comme, oh shit, là, ils enlèvent tout pour pouvoir courir sortir. pour tout enlever. Genre, tu vois, j'ai 2 couettes à Willow. Là, Puis Buffy qui était retournée auprès de Giles, à ce moment-là, elle entend crier. J'imagine que c'est Willow qui crie. Donc, elle fait comme, oh fuck. Non, c'est Willow. Elle fait comme, oh fuck. Puis là, elle retourne pour les sauver. Là, dans le fond, ils essayent de sortir du salon funéraire, mais les vampires de l'Ordre d'Aurelius les enferment dans le salon funéraire. Ils referment la porte pour les laisser enfermés dans le salon avec le successeur. Fait que c'est eux autres qui ferment la porte. Oui, c'est les vampires qui étaient dehors, là, c'est eux qui ferment la porte et qui les enferment. Ça arrive très vite. Ouais, ça parce que très vite. En fait, ça arrive. Je vais te reprendre là, je m'excuse, ça arrive pas super vite. C'est la place où est-ce que j'ai fait. On dirait qu'ils sont arrivés puis qu'ils ont fait OK, la porte est fermée. Puis ça, ils sont virés de bord. Mais on dirait qu'ils ont fait comme. Non, quand il vient pour sortir, puis les vampires ferment la porte sur eux. Ah, peut-être parce que j'ai pas une bonne version. On voit pas les vampires longtemps, là. T'sais, ils ferment la porte, puis après ça, ils continuent à courir un peu dans le. Mais c'est juste que je trouve pas que c'est clair c'est qui ferme la porte. Si c'est eux autres qui ferment la porte pour empêcher les vampires de rentrer, mais là, tu me dis que c'est les vampires qui ferment la porte dehors. Non, c'est les vampires qui ferment la porte dehors, vraiment. Donc là, ils courent un peu là, dans le columbarium, là, tu sais, ils sont un peu en mode panique. Puis là, le vampire méchant, il faudrait trouver un nom pour essayer de arrêter de l'appeler le vampire méchant. Le successeur, parce qu'à ce moment-là, c'est le successeur. Le prétendu successeur. Oui. Le prétendant à la succession. Oui, c'est ça. C'est bon, ça. Il pogne Buffy et littéralement, puis c'est là qu'on voit à quel point il est fort parce qu'il prend Buffy puis il la lance, puis elle perd un peu, je dirais pas qu'elle perd conscience, mais ça l'ébranle. Il l'a vraiment lancé extrêmement fort. Puis habituellement, on n'est pas habitué à autant de force. Après ça, Giles essaie de la défendre. Il pousse Giles aussi. Giles tombe un peu dans les pommes aussi. Mm-hmm. Mais c'est la troisième fois qu'il se fait envoyer dans les pommes. Juste dire qu'on est à l'épisode 5. Mais en tombant, important, il accroche le bouton qui allume l'incinérateur. Ouais. Quand même important. Vraiment convenient. Ouais. Bon, là, ça nous démontre à quel point le vampire est extrêmement fort, d'avoir eu le dessus sur Buffy aussi rapidement. Owen essaie de sauver Buffy, de la défendre. Il est comme, hey, touche pas à Buffy. Et en prenant un pot de verre, éclate le pot de verre sur la tête du vampire méchant. Ça a un certain petit effet parce que le vampire est un peu déstabilisé. Puis le vampire avait comme essayé de le mordre parce que quand Owen s'approche de Buffy pour voir si elle est correcte, il dit « Hey, le gars, il a essayé de mordre what a sissy. » Il dit ça. En anglais. C'est tellement fucké, j'ai quasiment failli dire « Regarde qui parle ». Ouais, exact. Mais je vais m'en retenir. Parce qu'il pense qu'il l'a assommé avec il cassant un pot maçon sur la tête dans tes rêves. Parce que première chose qu'on sait, le vampire se relève et dans le fond, il éclate la porte de frigo de cadavre sur la tête à Owen. Et là, Owen passed out. Pour de vrai, même mais que... ça a pris comme 3 secondes. Oui, puis même qu'à ce point-là, le coup est tellement gros que Buffy pense qu'il est peut-être plus que passed out, là. Parce qu'après ça, quand elle se met à se battre contre le vampire, elle dit « You killed my date! » Puis là, elle est vraiment fâchée, là. Veux-tu savoir c'est quoi qu'elle dit en français? Non? Tu veux pas savoir? Oui, non, mais je pensais que tu me disais, tu sais-tu qu'est-ce qu'il dit? Fait que c'est comme, non, je sais pas. Tu as tué mon chevalier servant. Arc! Oui, je sais. Buffy aurait jamais dit ça. Que dit Buffy? Ben voyons donc, j'en reviens pas. Ouais. C'est vraiment mis en anglais. En anglais, elle dit « You kill my dad ». Puis on dirait que... Parce qu'on a vu au début que le vampire avait le dessus sur Buffy parce qu'il est extrêmement fort. Mais à partir du moment où il blesse Owen, on dirait que ça la met dans une telle colère. C'est comme « T'as scrappé ma date, tu l'as tué, t'as tué ma date ». On dirait qu'elle est comme tellement fâchée. Puis c'est là qu'elle
elle va chercher la force en elle pour le combattre parce que plus elle se bat, puis elle est comme « You kill my date! » Puis là, tu vois qu'elle se fâche, puis là, Mais c'était elle a comme trompeur plus qu'il le soit dessus. fort de même, par exemple, d'être en partant. Moi, c'est ça l'affaire. Ben, tu sais, c'est un homme très musclé aussi, fait que ça doit être ça là, qui a fait qu'en vampire, ça a comme... Ouais, mais moi, je me suis dit aussi que ça avait un lien avec la prophétie, c'est le successeur, fait que c'est pas n'importe quel vampire, c'est comme un vampire Oui, mais c'est particulier, il y a trompeur. peut-être plus de force. C'est trompeur parce que c'est pas le successeur. Oui, sauf que vu que c'était une personne qui avait certaines difficultés dans sa vie d'humain, c'est comme si ça s'est transposé dans sa... Tu sais, dans le fond, ce qu'on comprend, c'est que c'était comme un tueur, je pense, Oui, c'est un... de oui, base. oui. Fait que Il y a ces deux les personnes. vampires qui étaient à la base démoniaques en tant qu'humains, on dirait que ça en fait des vampires encore pires. Ouais, ben... J'ai oui, l'impression. Fait que c'est peut-être ça, mais oui, ça nous portait... Moi, je pensais qu'il était plus fort parce que c'était le successeur, effectivement. Donc là, grosse bataille entre Buffy et le vampire prétendu successeur qui se termine par le vampire qui vient pour un peu sauter sur Buffy. Buffy qui fait une feinte, se tasse. Le vampire tombe sur l'espèce de table D'assiette pour d'humain, aller là, dans, ouais. oui, pour aller dans l'incinérateur et c'est comme sur des rails, donc ça glisse et whoop, Youpi! dans le four. Oui. 30 minutes à 350. Et voilà, un petit peu plus que 350, je pense. Là, ça avait l'air chaud en tabarouette, Ouais. là, dans cette affaire-là. On l'entend crier, Giles ferme la porte, barre le four et c'est terminé pour le prétendu successeur. Et eux croient qu'ils viennent de mettre fin à la prophétie, de tuer Et le un successeur. 5000$ d'économiser. Et voilà! Owen se réveille un peu en mode qu'est-ce qui s'est passé? Puis, vu qu'il était dans les vapes, il a pas vu la grosse bataille entre Buffy et le vampire. Donc, ça nous évite d'avoir à répondre à des questions de comme c'est quoi cette affaire-là? Il demande Oui, le gars qui nous a attaqué. Oh, il a fait peur, il s'est enfui. Ok, parfait, parce que, tu sais, sinon, je m'en serais occupé. Oui, Owen, tu t'en serais occupé, tu sais. T'as failli mourir. Avec ta morsure dans le cou. Mais avoue comment que tu te demandes, par exemple, tu commences à te battre avec un gars fucking musclé, puis là, Puis il essaie de te mordre dans le il cou. essaie de te pogner Ouais, le c'est cou, ça. puis d'aller comme... C'est juste comme hein? Là, il demande y a-t-il quelqu'un qui a des aspirines? Tu vois qu'il file pas. Buffy lui propose de le raccompagner, puis il est comme non, je vais marcher mais ça, moi-même. c'est bizarre, ça. Tu sais, comme là, on dit... Moi, j'avais pris ça comme s'il disait à Buffy, je veux plus te voir, tu sais. Ben c'est ça, c'est comme pour nous amener sur une fausse piste qu'il voudra plus la voir parce qu'il refuse qu'elle l'accompagne, puis finalement c'est Xander puis Willow Ouais. qui raccompagne Owen, puis après ça Buffy se retrouve seule dans le salon funéraire avec Giles, puis tu vois qu'elle est vraiment détruite, puis qu'elle elle comprend que non seulement elle a perdu sa date, mais que ça sera pas possible avec la vie qu'elle mène, ça sera pas possible de dater. C'est irréconciliable de dater un gars normal puis d'être Slayer. Puis Giles veut dire quelque chose puis il fait juste signe avec sa main. Non, parle pas. Dis rien, là, je le sais, là. Dis rien, là. Fait que ça finit un peu là-dessus, c'est un peu crève-cœur, là. Oui. Comme j'ai écrit frette, 3 petits points. Et Paul Giles, en plus, tu sais qu'il est allé chez eux, qu'il s'est couché, puis qu'il a pensé à sa petite Buffy, là. Puis il a oui, dû parce se que tu dire le vois chez que eux. Buffy, tu sais, elle a de la peine de... Tu sais, elle avait espoir de pouvoir combiner les deux, mais Ouais. forcée de constater que ça marchera pas. Elle pourra pas avoir de vie personnelle, elle pourra pas avoir de relation amoureuse. Quand t'es une Slayer, ben t'es T'es une seule, Slayer, hein. c'est ça. Exact. On se retrouve le lendemain à l'école. Buffy est convaincue que c'est fini avec Owen, mais il vient la voir pour lui parler. Donc là, Buffy s'attend à se faire un peu domper. Ben, Willow et Xander, ils ont dit qu'il a rien dit par rapport à elle pendant qu'ils l'ont raccompagnée. Là. Non, Ils disent c'est vite ça, fait, là, exactement. c'est- Il y a rien de rassurant, Non. là. Il y a rien qui s'enligne comme quoi il veut la revoir, mais pourtant, quand Owen vient lui parler, il lui dit qu'il aimerait ça la revoir. Donc là, Buffy est un peu surprise, contente. Au début, elle est comme « Ah, quoi? Wow, OK. » Et là, il lui dit « Ben oui, moi, hier, c'est la meilleure soirée de ma vie. J'ai trippé. C'est tellement hot avec toi. On se met en danger. Je me suis sentie vivant. » Et là, Buffy comprend que il veut pas... De un, il veut pas être avec elle pour les bonnes raisons. Il veut être avec elle parce qu'elle lui fait vivre des émotions. / il se met en danger. Puis si Owen continue à fréquenter Buffy... Puis si elle accepte de continuer à le fréquenter, ben elle va le mettre en danger puis il va finir par se faire tuer parce que il peut pas la suivre dans son rythme de vie. Puis surtout, ben lui, il est intéressé par elle juste parce qu'elle fait vivre des choses qui sortent de l'ordinaire. Fait que rapidement, pendant la conversation, elle dit « Écoute, ça marchera pas. Il y a trop d'études. On pourra pas continuer. »
Puis elle lui dit comme on reste amis, puis elle est comme OK, on reste amis. Puis j'étais comme arc ça, là, on se dit tout le temps ça, puis on le fait jamais. Et confirmé encore une fois parce que il reste tristement pas amis, on le revoit jamais. Non, c'est ça. D'après moi, il est mort après cet épisode-là. Puis après ça, ben on a une petite scénette là avec Giles qui la rejoint puis qu'il s'ouvre un peu sur son passé. C'est là qu'on apprend que Giles, sa grand-mère était Watcher, son père était Watcher et que lui aussi, il a été confronté au même dilemme que Buffy, dans le sens où rapidement, lui, il a dû mettre sa vie personnelle de côté, se concentrer sur il avait son 11 mandat. ans quand il a dit, je pense, son père. Oui, il avait 11 ans. Donc, au niveau des responsabilités et du sacrifice, il est 100% capable de se mettre à sa place de ce qu'elle est en train de traverser, ce qu'elle est en train de vivre, parce qu'il l'a vécu lui aussi. Ce passage obligé où tu te rends compte que ben avec les grands pouvoirs viennent des grandes responsabilités et que donc tu ne peux pas t'engager dans des relations amoureuses parce que tu vas mettre en danger la personne que t'aimes. Donc là, il y a comme vraiment un moment quand je te disais que c'est un épisode clé, c'est au niveau de l'empathie. Giles est capable de se mettre à la place de Buffy, puis Buffy se met à la place de Giles qui a vécu ça lui aussi tout jeune, 11 ans. Elle accepte sa compassion surtout, hein? Elle rejette pas ce qu'il dit. Tu sais, quand nos parents nous disaient, quand j'étais jeune, on est passé par là, puis tu sais, nous autres, t'es pas passé par là parce que c'est pas la même génération. Puis c'est vrai là qu'ils sont pas nécessairement passés par la même chose, mais ce que nous, on a vécu en tant qu'être humain pendant le développement de tout ça, les émotions, ça se ressemble aussi, tu sais. Encore là, on n'a toujours pas appris que c'est jamais le bon moment de dire ça, tu sais. C'est ça l'affaire, comme, puis je pense que Buffy, avec sa nuit de sommeil qu'elle a eue, puis la confrontation qu'elle a eue aussi avec Owen le lendemain, qui vient le voir puis qui dit complètement le contraire, puis que là, il a fallu que elle fasse le choix de faire le sacrifice, puis qu'elle dise à voix haute, non, je peux pas, tu sais. C'est ça brise le cœur. Ouais, c'était quand même triste, mais c'était quand même une belle scène où ils se rejoignaient, où ils se comprenaient les deux. Donc moi, c'est pour ça que c'est un de mes épisodes préférés. Je trouve vraiment que c'est la scène qui vient un peu sceller leur lien ensemble, qui se comprennent, qui se respectent aussi, parce que les deux ont fait des sacrifices incroyables et vont continuer à faire des sacrifices incroyables. Donc il y avait quand même beaucoup de respect aussi dans cette scène-là. Et on termine l'épisode avec la dernière scène. On s'en va dans le souterrain avec le maître, Master. Au début, on pense qu'il est déçu d'avoir perdu son successeur, mais ta-da-da-da-da! Il est là, le successeur, et c'est le petit garçon qui était dans l'autobus. Donc non, ce n'était pas le gros monsieur bizarre qui parlait tout seul. C'était le petit garçon qui a été choisi pour être successeur. Et il est là, il est bien en vie. Et en vie mort, là, il est froid. En vie vampire, mais... Ouais, c'est ça. Oui, en vie vampire, mais il est bien là, il est bien magnifique. Et ça se termine sur... un zoom sur le petit garçon. J'ai écrit le petit garçon du diable. Ah oui, c'est bon ça. On aurait pu l'appeler comme... Ben non, on pouvait pas. Et c'est la fin. C'est la fin. Fait que là, sur cette fin, on va aller voir qu'est-ce que nos auditeurs ont pensé de Never Kill a Boy on the First Date. Qu'en dis-tu? Yes, allons-y. Oui! Alors, c'est maintenant l'heure du tour de table pour l'épisode Never Kill a Boy on the First Date. Puis là, on a quand même beaucoup de comeback parce que là, on a sorti, Steph, l'épisode 1 et 2. Oui. On a eu beaucoup de love. Je vais t'en partager un petit peu. Je me rends compte, plus qu'on avance, puis on est juste à l'épisode 5, mais on a quand même une petite run qui embarque, tout ça. Puis je me rends compte que c'est pas juste notre podcast. Nos auditeurs prennent ça au sérieux, puis c'est le fun parce que ça remplit beaucoup le podcast. Fait que puis il y a un sentiment d'appartenance. Puis le fait qu'on ait sorti ça en cliffhanger, là, ça a vraiment fonctionné. Fait que petit kudos. Qu'est-ce que tu veux dire en cliffhanger? Parce que le premier épisode a fini avec un to be continue. Ah, ok, oui. Puis là, okay, on a sorti l'autre le lendemain. Puis MC Langlois. J'en veux plus! Oui. À moins qu'elle me chantait du Britney Spears. Mais traduit, là, non. Guillaume Témayotte, qui, la même chose. C'était une très belle entrée par effraction. He gets it. En la matière, déjà beaucoup trop hâte au prochain. Le cliffhanger est insupportable. Que va-t-il se passer? Ah, merci. Caroline Terrien qui nous dit Excellente intro, excellent contenu. J'ai dû reculer 3 fois le moment où Bruno finit sa phrase bien vite pour éternuer. Je me rappelle pas de ça, mais ça sonne comme quelque chose que je ferais. Et Miguel aussi qui nous dit Quoi de neuf que de commencer la semaine avec Stephuno pour entendre parler de Buffy.
Oui. c'était bon. Oh, c'est tellement... Merci pour les commentaires. C'est cool, par exemple, je trouve ça le fun parce que les gens écoutent Buffy puis étudient pour pouvoir alimenter le podcast. Tu sais, quand je dis que c'est pas juste notre podcast, là, c'est ça que je veux dire par là. Tu sais. Alors, je vais commencer avec les commentaires de Caroline Terrien qui dit Oh my God, je suis probablement autant excitée par ce podcast que vous autres. J'adorerais vous envoyer un commentaire vocal, mais je n'ai pas de compte Instagram. Est-il possible de s'arranger quelque chose? Ben oui, on va discuter de tout ça. Je l'annonce à Steph en ce moment d'ailleurs, qu'on va essayer de voir là, qu'est-ce qu'on peut faire, quitte à s'ouvrir une branche Facebook. Ouais, on peut envoyer des messages vocaux sur Messenger aussi. Le Messenger de Terreur sur le Pod, c'est Serge qui le gère. Je pense pas que ça ait tente de recevoir plein de messages de Buffy. Il va rien comprendre. Qu'est-ce que c'est ça? OK, parfait. On pense à une alternative pour toi, Caroline. Caroline et tous ceux autres qui se ramassent dans le même bateau que toi, qui n'ont pas d'Instagram, tu sais. Fait que oui, OK, on va trouver une façon, une ligne, un 800 ou quelque chose de même, là. Un 800, Buffy contre le pod. Hey, imagine-toi comment que ça arrive. Non, mais les gens pourraient écrire sur la pagette de Buffy, peut-être. J'ai pas le numéro, là, mais... Non, on peut pas envoyer de message vocal sur une pagette, malheureusement. Non, tu peux pas. Il n'y a pas comme une affaire que tu peux appeler puis tu prends les messages. Une pagette, la seule chose que ça fait, c'est que ça t'écrit le numéro de téléphone qui a tenté de te rejoindre. C'est littéralement comme un petit répondeur portatif. Mais juste, c'est comme un afficheur portatif, en fait. Donc, ça sert pas à grand-chose. C'est pour ça que ça n'existe plus. On s'entend qu'avec un téléphone, juste écrire le titre de l'épisode, t'es déjà tanné. C'est ça, exactement. Alors, Caroline Terrien qui nous dit par rapport à l'épisode... Les Slayerettes commencent à bien se roder pour aider Buffy. Giles tombe sans connaissance. Oui. Pour justement, on va commencer à les compter. Et la première grande déception pour Buffy de comprendre qu'elle ne pourrait jamais avoir de réelle connexion avec ceux qui ne connaissent pas sa vraie identité. Éternel combat pour elle, d'ailleurs. La relation père-fille s'installe entre Giles et Buffy. Je voudrais tellement qu'il soit mon papa. Oh, papa Giles. Giles prend son rôle au sérieux et lui démontre une belle empathie. Merci beaucoup, Caroline. En fait, comme on voit, on décède pas mal toutes les mêmes choses. Ouais. Guillaume Témayotte. Bon, pour l'épisode Never Kill a Boy on a First Date, c'est définitivement les cheveux crimp de Cordelia qui ont volé le show. Tu vois, on n'a pas tout remarqué. Guillaume, toujours là pour voir les petits raccoins. Comme Buffy qui saute par-dessus une clôture, on ne les reverra plus jamais de la série. C'est quoi, ses cheveux, ils étaient gaufrés? Ouais, Amanda a le cheveu gaufré un peu, ça se peut-tu? Les cheveux crimpés, je sais pas. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'elle a le toupette crêpé, Amanda. Oui, ben c'est quand elle va le voir, Angel, justement, puis qu'Angel, il s'en va, ben justement, ça leur poussait comme un aimant, comme si c'était deux positifs. Là. Oui. Veut rien savoir. Puis on a notre premier message vocal qui nous est envoyé par Miguel. Alors on s'en va écouter ça à l'instant. Bonjour les fans de Buffy, bonjour les Patties, bonjour les Stéphano. Donc ma tête bien rapide sur cet épisode. C'est pas un épisode que j'ai beaucoup apprécié, amusé en tant que tel. En fait, tout ce qui a rapport avec le maître des vampires, là, puis la prophétie des justes et des justes, c'est quelque chose qui m'allume pas en tant que tel. J'ai même reculé 3 fois la fameuse scène quand il explique ça à ces 3 acolytes vampires. Puis je me suis dit, avoir été à la place d'un des 3 vampires, ben c'est que là, je me rendormis, puis le maître me rejeté dehors en plein soleil. J'ai bien aimé, par contre, la petite relation bien rapide qu'on verra pas par la suite entre Owen et Buffy. Avoir été à la place de Buffy, peut-être que j'aurais dit à la fin... Écoute, j'aurais peut-être pas détruit un bar à 3 heures du matin, mais si tu veux, j'aurais peut-être été prendre un café avec toi au bronze, voir si ça peut se développer un peu plus. Il veut pas. J'y aurais laissé vraiment une chance. Sinon, le petit côté aussi paternel de Giles envers Buffy quand il explique un peu les responsabilités et les sacrifices à la dernière scène de l'épisode, j'ai beaucoup apprécié ces petits moments-là. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Merci, Miguel! Merci! Puis c'est vraiment, c'est tout ce qu'on a dit dans l'épisode aussi. Donc, on est sur la même longueur d'onde là, que nos auditeurs, auditrices. Ben, on est on voit beaucoup que le monde sont bien allumés par le fait que Giles puis Buffy... Tu sais, ça arrive dans la première saison, là. Puis c'est fort, c'est important, là, ça, là, avec tout le reste de la série. Oui, parce que comprendre le rôle du Watcher puis tout ça, là, c'est là-dedans que c'est tout expliqué, dans cette, justement,
pourquoi qu'il faut prendre cet homme. Parce qu'au début, quand elle le rencontre dans la bibliothèque, il dit genre The Watcher, puis elle fait Watches? Tu sais, comme si c'était juste ça qu'il faisait. Il y a quelque chose de plus important qui se passe entre une Slayer puis un Watcher. Puis ça commence là, je trouve, l'explication de ça. La base de leur relation de confiance aussi est mise dans cet épisode-là. Donc, ouais, super. Ben Bruno, je t'invite à me partager ton coup de cœur puis ton pieu dans le cœur de l'épisode. Tu vois, moi, dans le coup de cœur, même chose que ce que tout le monde semble avoir aimé, la conversation entre Giles et Buffy à la fin. Je trouve ça hyper touchant. Je trouve ça cool que ça se passe au milieu de tout le monde puis que personne s'en rend compte. Je sais pas si tu comprends un peu là, qu'est-ce que... Tu sais, tu vois tout le monde qui passe autour pendant qu'ils se parlent, puis c'est une grosse conversation qu'ils ont là. Et moi, malheureusement, mon coup de pied dans le cœur, c'est Owen. Je l'ai trouvé éteint. Je l'ai trouvé insignifiant. Éteint au point où est-ce que j'ai l'impression qu'on a intentionnellement pas donné de personnalité pour pas qu'il ressorte. On n'a pas voulu comme si on voulait pas qu'on s'attache à lui, genre. Je pense je trouve que ça aurait été gagnant qu'on s'attache à lui pour qu'on fasse nous autres aussi le sacrifice, que ce soit genre Jesse, là. Puis moi, je me suis senti de même un peu avec Scott dans saison 3. Fait que j'ai hâte qu'on en parle parce que moi, ce gars-là, Scott, là, j'y pense encore. Je comprends. OK, parfait. Est-ce que tu avais des quotes que tu avais soulignées? Il y en a deux, moi, qui m'a fait capoter. Puis la première, je m'en rappelle plus parce que je l'ai pas notée, mais tu l'as dit au début. Celle que j'ai notée, c'est vraiment celle dans la porte, quand il ouvre la porte puis qu'il dit genre, on a essayé cette porte-là, elle est barrée, puis que crac! No, it's not. Oh! Il y a comme le sentiment de puissance que ça me fait sentir, là, c'est... je peux pas vivre ça. Moi, absolument, ma quote, c'est Cordelia qui voit pour la première fois Angel et qui dit « Hello, salty goodness ». C'est ma quote. Sinon, dans mes points positifs, coup de cœur, pied dans le cœur. Mon coup de cœur, c'est vraiment la relation qui se confirme, qui s'installe entre Giles et Buffy. Pied dans le cœur, moi aussi, je suis d'accord là, avec les commentaires qu'on a eus que toute l'histoire du successeur, c'est pas trop clair. La prophétie, c'est quoi exactement? Ça m'a pris du temps avant de comprendre. Mais sinon, au niveau du coup de cœur, la twist que finalement le successeur, c'est pas le gars baraqué weird qu'on pensait que c'est le petit garçon. C'était quand même une bonne twist, là. Je me rappelle que j'avais été surprise la première fois que j'avais vu cet épisode-là. Donc, je le place quand même en coup de cœur. Oui, on n'a pas fini avec lui. Là. Il est là jusqu'à la fin de la saison, puis il parle avec une voix de Spectre Evil Dead, là, quand tu écoutes bien. Là. Pas en français, ben en anglais, oui. Ouais. Parce qu'on ne revoit plus Owen, mais on va revoir le petit Colin qui s'appelle. Le petit Chris. Le petit Christ. Ah, Colin, on va le revoir. Le petit Colin. Ta note sur 5, Bruno, pour l'épisode, ça serait quoi? Ben, au début, j'avais donné un 2.9. Je l'ai effacé avec une efface que j'aime beaucoup, une efface de roche. Donc, si vous avez des chances d'aller voir ça, il coûte cher, les petites Chris, mais il efface bien. Puis, j'avais mis 2.9, mais je l'ai monté à 3.3. Parce que vraiment, cet épisode-là, je trouve qu'il a une plus grosse importance que je pensais, puis il est plus agréable à regarder aussi. Mais c'est parce que c'est Owen qui me tapait ses nerfs. Je comprends. Puis le fait qu'Angel y arrive, qui d'ailleurs, il break character Angel dans cet épisode-là. Hein, tu le vois, un moment donné, quand Owen y arrive, la face qu'il fait, il devient comme un petit gars de 16 ans. Là, oui, mais il est jaloux, on le voit. Là, il est jaloux. C'est vraiment fuck, parce qu'il enlève jamais son espèce de voile de dark et ténébreux, Angel, tu sais. Mais ouais, fait que c'est ça. Puis IMDb a donné 7.2 sur 10, hein, fait que c'est un épisode qui est quand même aimé. 7.2, c'est haut, là. Oui. Ben moi, ma note, Bruno, c'est 3.5. Ah, mon Dieu, on est proche. Sur 5. Donc, quand même, comme j'ai dit, c'est un épisode que j'affectionne particulièrement dans la saison 1. J'en ai parlé un petit peu au début, mais juste pour conclure, j'ai dit que c'était un épisode où tout le monde courait après quelque chose qu'il ne réussissait pas à obtenir. On voit Buffy qui court après Owen, qui court après une relation amoureuse, Cordelia qui court après Owen, Xander qui court après Buffy, Willow qui court après Xander, Giles qui court après Buffy, et tout le monde se court après tout le monde, et personne a ce qu'il veut finalement, et tout le monde doit faire des compromis à la fin. Et Joyce qui court après une ligne. Oui. Parce qu'elle n'a pas. Exact. Pas là. Joyce qui court après du temps à l'écran, mais malheureusement, elle n'a pas gagné cette course-là pour l'épisode. Donc,
C'est ce qui conclut l'épisode numéro 5, Never Kill a Boy on the First Date. Et la prochaine fois qu'on se voit, on fait l'épisode 6 de Pâques, les Yens, qui est un épisode... J'adore. C'est drôle que tu l'adores. Moi, c'est un épisode qui me rend extrêmement inconfortable et mal à l'aise. Oui, oui, beaucoup. Mais c'est un épisode qui a vraiment une grosse thématique d'intimidation. Donc, c'est un épisode important. Donc, j'ai hâte de couvrir ça avec toi après la prochaine fois qu'on va se voir, Bruno. Si, j'ai hâte de le réécouter. Je l'adore, cet épisode-là. J'aime beaucoup plus la saison 1 que je m'attendais. Vraiment, là, comme j'ai peur qu'on arrive à 2 puis à 3 parce que ça va être laid. Ça va être dur de donner des notes, là, parce que la saison 2, la saison 3, il y a certains de mes épisodes préférés là-dedans. Là. Et aussi de mes épisodes qui me font le plus pleurer. Là, donc, ça va être de plus en plus difficile. On a peut-être noté trop haut. 6. Bruno. My God. Et Bruno, en attendant qu'on se revoie pour le prochain épisode, si tu me cherches ce soir, moi, je vais être couché sur un cadavre dans le frigidaire au salon funéraire. Et moi, je vais être à la bibliothèque, puis je vais être en train de chercher un livre d'Emily Dickinson. Ah ouais, elle est bonne, elle aussi. En attendant de se revoir pour la suite des choses, où est-ce que je peux te trouver ce soir? Ben moi, je vais être dans le frigidaire à cadavre puis je vais attendre que quelqu'un vienne m'ouvrir. Oh my God, Bruno! Moi aussi, je suis dans le frigidaire à cadavre. OK, j'en ai un autre. OK, vas-y. OK, attends. OK, pour vrai, t'es dans le frigidaire à cadavre. Oui, je vais être couché sur un cadavre dans le frigidaire. Puis moi, je me suis dit, je vais l'enlever. Elle va trouver ça niaiseux. Puis comme... Ah ben là, j'espère que l'autre est bonne. Non, je peux pas croire qu'on avait le même. Mais on devrait le laisser de même. En tout cas, mais vas-y. Ouais, OK, ben... Recommence ta phrase, là, parce que là, j'ai perdu un peu mon... Tu dis que moi, que moi, je le dis en premier, le bord?